Moi, je trouve qu'il y a 2 étapes dans notre activité, c'est avant les ads, après les ads. C'est un truc qui est pas compris par beaucoup d'entrepreneurs, mais en fait, réussir à faire marcher les ads, de tous les codes qu'il y a à craquer, c'est ce code-là qui est le plus compliqué à craquer. En plus, moi, il y a une phrase qui m'avait marqué, c'est, tu sais, genre, c'était sur l'astrologie. Et c'était JP Morgan qui disait, les millionnaires n'y croient pas, mais les milliardaires y croient. Quand on était à Los Angeles, qu'on parlait à Sam Ovens de tous ces sujets-là, on a parlé de trucs ultra perchés et vraiment, tu vas être surpris de ce à quoi il croit vraiment. Genre, quand il était face à des gros problèmes, il demandait juste à l'univers, tu vois. Une de vos pubs qui a beaucoup tourné, c'est avec les cartes de visite. Est-ce qu'on peut donner une estimation de combien de personnes ont été touchées au total? Putain, mais des vues, t'as 10 millions. Juste sur YouTube, donc si tu doubles avec Facebook, et si tu fais un nombre d'impressions, moi je pense, le nombre de Français qui nous ont vus, il y en a quand même vraiment beaucoup. Et donc, quand on parle des pubs, comment on fait du copywriting comme ça? Eh ben, bienvenue les gars. On dirait vraiment un présentateur télé. La caméra, il te manque juste le prompteur. Tu vois. Ah ouais, c'est fou. Christophe de Chavannes à Dubaï. Bon bah, du coup, bien le bonjour à tous ceux qui vont regarder cette vidéo. Aujourd'hui, on est en compagnie d'Edouard et de Quentin. J'ai pas inversé. Non, c'est moi. Non, ça va, parce que là, ça fait vraiment vrai présentateur télé qui connaît pas, tu sais, les invités. Et du coup, bah, normalement, c'est fou parce que je fais à chaque fois avec des clients de l'académie. Là, c'est pas des personnes qui ont pris des copywriters, c'est juste des gens que je trouve vraiment intéressants au niveau du business, de la vision aussi. Ils travaillent en famille, on va en parler. Et voilà, on se disait un peu les thèmes qu'on allait aborder avant, la simplicité dans le business, tout ça, parce que vous faites des chiffres remarquables. Donc j'ai demandé si je pouvais un petit peu dire, on peut dire voilà, 300 000 à 500 000 euros par mois. Ouais, c'est à peu près ça. C'est ça. Donc avec de la formation en ligne, vous vendez une formation en ligne pour aider les thérapeutes à développer leur activité. Ouais, exactement. C'est résumé comme il faut. Et du coup, est-ce que vous voulez, je vous laisse vous présenter rapidement, je ne sais pas quel âge vous avez, quand est-ce que vous avez commencé, etc. Et après, on va essayer de sonder les mystères de votre business, quoi. Et ça peut être sympa de parler copy parce qu'ils font des très bonnes pubs. Et ouais, pour les copywriters, ça va être intéressant. Okay. Donc les gars, enchanté. Enchanté Théo, merci pour l'invitation. Donc pour me présenter, moi je m'appelle Quentin, j'ai 32 ans. Et donc on a monté avec Edouard Teliosa, c'était au moment du confinement, donc il y a à peu près 3 ans. Ouais, en fait, au moment du confinement, et on l'a lancé vraiment en septembre 2020, c'est vraiment là on commence. 2021, non 2020. Ah, 2020. Ça passe vite le temps. Le temps passe très vite. Ouais, pendant le confinement, c'est là où on s'est lancé, donc ça doit faire à peu près 3-4 ans qu'on fait ça. Ouais. Ok. Ouais, du coup, moi, c'est Edouard, j'ai 23 ans et j'ai cofondé avec Quentin Teliosa. Pendant le confinement, que dire d'autre? Comment c'était pendant le confinement? Parce que j'ai cru voir, parce que je m'étais un peu renseigné, j'ai fait mon métier de journaliste. J'avais vu des stories passer, ou je sais pas si c'est à la une ou quoi, mais ça disait, c'était en mode mezzanine, vous étiez tous les deux. Ouais, c'était l'ambiance. C'était vraiment l'ambiance, c'était exactement comme ça. C'est genre Steve Jobs, le garage, tout ça. C'est un peu ça. C'est stylé, hein. C'est marrant, je pensais pas en plus, en prenant les photos à ce moment-là, qu'elles seraient autant réutilisées. Enfin, que je les réutiliserais de façon que je les réutiliserais autant dans notre marketing. Ouais. Mais c'est vrai qu'en gros, le confinement, on l'a passé à Lyon avec du coup mes parents, notre petit frère qui est juste ici dans le coin. Cyprien. Prochaine fois, dans un an, on refait une interview, il y a Cyprien. Exactement. Et en fait, non, pour nous, ça s'est super bien passé parce que j'avais quitté mon job avant. Donc moi, j'ai découvert l'entrepreneuriat assez tard finalement, donc il y a pas très longtemps. Et il y a eu le confinement juste quelques mois après que j'ai lancé mon job. Okay. Et pour nous, le confinement, ça a été vraiment un bon truc parce qu'on était tous ensemble avec ma famille. J'étais avec Edouard. Il n'y avait rien à faire. Il n'y avait plus rien à faire. Et vraiment, on s'est dit, qu'est-ce qu'on va faire de tout ce temps qu'on a? On ne pouvait plus sortir, on ne pouvait plus faire de sport. Du coup, on avait des longues journées. On s'est dit, est-ce que ce ne serait pas le bon moment finalement pour lancer une boîte, parce que c'était un truc qu'on avait toujours voulu faire. Voilà, vous avez déjà pensé, il y a dû avoir des conversations de, en vrai, est-ce qu'on lancerait pas ça Ouais, non, mais après, c'est vrai qu'on avait quand même lancé ensemble avant des petits side projects, tu vois, genre, je sais pas, une marque de t-shirt, des trucs comme ça. Une marque de t-shirt s'appelait Do et Kant, tu vois. Ok, déjà dans le on va faire un truc tous les deux, je crois. Ok, je vois. Ouais, non, mais je lançais des petits projets, mais rien d'aussi sérieux que ça, quoi. Ouais. Parce que moi, à l'époque, j'étais encore à la Sorbonne, j'étais encore étudiant, trop marre de mes études et je m'étais dit, vas-y, il faut vraiment qu'on lance un truc. Donc tous les signes sont alignés, quoi. Ouais, c'était ça. Il y a l'univers qui dit, là, vous pouvez taffer à fond et en plus, chacun a la flamme en soi de, en vrai, on va faire quelque chose, quoi. Ouais, exactement. Ouais, mais pour nous, ça a été une chance, en vrai, ce confinement. Mais pour beaucoup d'entrepreneurs, j'ai l'impression, même moi, mon activité, je l'ai prise au sérieux quand il y a eu le confinement, au final. Ouais. Quand j'ai
quand j'ai dû arrêter de voyager, quand j'ai été forcé, Ouais. en fait, je me suis dit, je peux bien plus hustle, quoi. Ouais, Donc, non, et après, c'est clair. tu vois des C'est pareil. opportunités, et du coup, tu prends, et au final, t'es pas mécontent. Ouais. Donc, ok, donc confinement, tout ça, ouais. Ouais, et puis après, je pense, on pourra en reparler après, mais tu sais, nous, on est très en mode focus, tu vois. Tu fais une chose, tu fais une chose à la fois. Et là, c'est vrai que c'était vraiment, je trouve, le très bon moment pour être super focus, en fait. Puis en plus, on était tous les deux. Il y avait les bonnes ondes de ma famille. Du coup, franchement, c'était. Nous, on en Parfait. garde en vrai un super souvenir en vrai, du confinement. C'est un truc de ouf. Hein. C'est vrai que c'était super cool. Bah ouais, c'est l'air qui change la vie au final pour vous. Mais pour Ouais. pour plein de web entrepreneurs. Et du coup, je sais pas si vous voulez un peu faire le storytelling de comment on trouve l'idée, etc. Peut-être, moi, ce que je trouve fascinant, c'est que ça a marché assez vite aussi, de ce que j'ai compris. Enfin, je veux dire, il y a dû avoir du call qui a été pris, etc., comme vous avez dit, pour former les équipes. Mais j'ai l'impression que une fois qu'on trouve un système qui marche, ensuite, voilà, il y a juste à le répliquer. On peut y aller comme un bourrin, mais avec une croissance saine, soutenable, tout ça. Mais c'est ce système qui est le plus dur à trouver. Donc, pub, closer, VSL, et ensuite, on scale, en fait, comme on dit, on y va à fond, quoi. Ouais, peut-être quand tu peux Ouais. expliquer la Bah, timeline. un peu. moi, je trouve qu'il y a Ouais. 2 étapes dans notre activité. C'est avant les ads, après les ads. Ouais, voilà. Tu vois, c'est vraiment ça. Et je trouve que c'est un truc qui n'est pas compris par beaucoup d'entrepreneurs, mais en fait, réussir à faire marcher les ads, c'est-à-dire tu réussis à transformer du trafic qui est froid en client. C'est Et avoir un ça, vrai c'est- business, en fait. Ouais, et ça, c'est vraiment genre la clé. Je trouve de tous les codes qu'il y a à craquer, c'est ce code-là qui est le plus compliqué à craquer parce qu'il faut craquer le code des ads et après le code de la vente, tu vois, le code du closing. Ouais. Donc nous, il y a vraiment eu le moment avant les ads, le moment après les ads. Le moment avant les ads, on a commencé comme beaucoup, je pense, peut-être par l'organique, à faire envoyer des messages sur Facebook, des messages sur LinkedIn. Et on avait réussi à choper comme ça quelques clients. Et parce qu'en fait, oui, pour ceux qui ne savent pas, la première personne qu'on a aidée, c'était quand même notre mère. Ouais. Parce que nous, on vient d'une famille de 5 enfants. Et toute sa vie, elle a passé à nous élever. Et donc, à un moment, c'est juste que financièrement, c'était un peu plus compliqué. Et il fallait absolument qu'elle réussisse à faire marcher son activité. Sauf que comme se relançait, elle avait 50 ans, elle ne savait pas du tout comment faire, c'était vachement compliqué pour elle, en fait, de réussir à avoir des clients. Bah oui. Et donc, c'est la première personne vraiment qu'on a aidée. C'est ce qu'on raconte dans nos pubs partout, mais c'est vraiment la vraie histoire pour le coup. Et en fait, quand on a vu qu'elle avait eu ce problème, en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait quand même beaucoup d'autres personnes qui avaient exactement ce même problème-là. Alors, on ne pensait pas qu'on réussirait à faire quelque chose d'aussi gros à cette époque-là. On voyait ses potes qui galéraient, on voyait Enfin, elle est psy, mais on voyait tous les sophrologues, les hypnothérapeutes. Et donc, en fait, c'est pendant le confinement, vraiment, on s'est dit, à ce qu'on a fait pour notre mère, peut-être qu'il y a d'autres personnes qui ont ce problème aussi, qu'on doit pouvoir aider. Et donc, en fait, au début, les premiers clients qu'on les a vus, on les a vus en done for you, tu vois, on faisait tout vraiment pour eux. On en a eu 2-3. On s'est dit, bon, c'est pas très scalable cette histoire. On va vite passer à autre chose quand même. Ouais, ça aime bien la scalabilité de la famille. Parce que avant, on disait que du coup, tu avais commencé à faire un peu de shooting photo vidéo pour les gens. T'aimes bien, mais oula, c'est pas scalable. En fait, on va aller sur autre chose. Moi, ce que j'aime dire avec la scalabilité, c'est cette idée, tu fais un truc une fois, Oui, et puis après, tu n'as plus besoin de le refaire, tu vois. process. Exactement. Et je trouve que le truc de la formation en ligne qui est trop bien, c'est que tu l'as créé une fois, et après, tu n'as plus besoin, tu vois, tu vas faire des améliorations et tout, mais tu n'as plus besoin d'y retoucher. Et moi, ce dont on s'est rendu compte quand même avec les thérapeutes, c'est qu'ils avaient quand même vachement envie d'apprendre comment faire, tu vois. Parce qu'ils se sont fait tellement arnaquer dans tous les sens par des gens, les pages jaunes, etc., qui leur vendaient des abonnements, des sites internet super chers ou des trucs de référencement, n'importe quoi, qu'en fait, tu leur dis, non, mais moi, je vais vous montrer vraiment comment est-ce que ça marche, en fait, tu vois. Google, comment ça marche, les pubs, comment ça marche, faire un site internet, à quoi ça ressemble vraiment. Du coup, ils étaient genre, limite, c'était plus facile à vendre qu'un service comme ça. Donc, c'était ça qui était intéressant. Et donc, on a eu nos premiers clients en organique. On en a eu 3-4. Ouais. Mais le problème, c'est que c'était trop lent, en fait. Ouais. Et en fait, on s'est La dit, croissance est trop ouais, lente. si on continue comme ça, genre pour faire 100K, ça va nous prendre 1000 ans, tu vois. Ah, il y avait déjà l'objectif 100K rapidement en tête 100K par mois, du coup. Ah, c'est vrai que je pense... Assez rapidement, je pense. Parce qu'en fait, ce qu'il y a, c'est qu'on était que dans des communautés américaines, nous, à la base. Ok, je vois. Ouais. Donc, on forcément, avait que les un peu échelles, les échelles américaines. Et chez Sam,
c'était vraiment 100K l'objectif. Ouais, Tout le monde voulait faire 100K. Donc c'est Sam Oven, c'est ça pour ceux qui connaissent pas. Ouais. Ça, c'est quelqu'un qui est important pour vous, j'ai l'impression. Ouais, vraiment. Hein, je pense que c'est vraiment le mec, le seul mec dont moi je peux dire vraiment qu'il a changé ma vie. Magnifique. Il y a personne d'autre dont je peux dire ça. Ouais. Mais c'est vraiment un mec qui il nous a pris. On était à 0. Même moi, j'étais descendu en négatif, tu vois. Et le mec, il nous a emmené de 0 à 500K par mois tout seul, en fait. Tu vois. Et en plus, il est tellement fort que on l'a rencontré après à Los Angeles. Mm-hmm. On a beaucoup discuté avec lui. Et on a même investi dans Skool. Du coup, ça, c'est très, très cool. Bah, comme Alex Hormozy, bravo. Avant Alex Hormozy. Avant Alex Hormozy. C'est ça le titre de la vidéo, en fait. Il roule sur Alex Hormozy. Mais ce qui est ouf, c'est qu'Alex Hormozy, là, il vient d'investir quelques millions dedans. Ouais. Et nous, on est dans la salle au moment où Sam, c'est la première fois, il dit « Ah, j'hésite, peut-être que je vais ouvrir le capital. Est-ce qu'il y en a qui serait chaud ici pour investir » tu vois. Et vraiment, genre, on était là, et vraiment, en 2 minutes, genre, quand Sam, il a dit ça, c'était tous les clients de son mastermind. Mm-hmm. Et genre, les gens, ils étaient, ah oui, moi, tu vois. Je sais pas combien il a levé en 10 minutes. Il en a parlé une seule fois dans son mastermind. Fallait être là. Ouais, fallait être là, c'était genre. À Los Angeles, à ce moment-là. À 9h du matin. À 9h du matin, si t'arrivais en retard, en vrai, t'avais même pas forcément l'info. Bah ouais, non, mais de ouf. Si t'étais encore un petit peu jetlagué, c'est fini. Tu passes à côté de. Je me souviens, c'est ça, il avait mis un Google Form, et juste à la fin, tu devais remplir combien tu voulais investir. Je sais pas combien il a levé. Mais beaucoup, parce que tu avais des mecs genre Cole Gordon, genre il a mis un demi-million. C'est énorme d'entendre ça, que le mec lève donc des millions là, ça. Ouais. Juste avec au final un Google Form, et c'est parce que sous-jacent il y a tellement de qualité en fait. Donc on voit que tout est au final. On va en parler, j'espère, si on aura le temps. J'ai écrit à un moment bâtir un bon produit justement. Enfin, c'est juste la base au final. J'ai l'impression que trop d'entrepreneurs en ligne cherchent les raccourcis, les hacks, le fait de faire de l'argent, rapidement, facilement, un gros coup, alors qu'en fait, rationnellement, c'est stupide quand tu compares à sur le long terme, je vais dégommer tout le monde avec une vraie qualité, quoi. Regardez ce qu'ont fait mes concurrents, je vais faire mieux, je vais améliorer petit à petit et sans jamais m'arrêter. Et au final, tu arrives après à des leviers qui sont géniaux, quoi. Ouais, non, c'est vrai. Ouais, c'est vrai que c'est un truc, c'est super important. Avec Kant, on essaie de faire le meilleur produit possible. Et c'est ce que Sam, il a réussi à faire sur Skool, en fait. Et c'est comme ça qu'il a levé. Et apparemment, Hormozy a dit que Skool, c'était le Facebook de 2006. Donc des fois, avec Edouard, je me dis, on pourrait peut-être complètement arrêter de travailler. Et en fait, juste Sam, tu vois, il va changer 2 fois de vie. Il va nous avoir rendu un peu riche. Et après, il va nous avoir rendu très, très riche. C'est ça. Bon, en tout cas, c'est hyper inspirant. Moi, j'adore. Je suis friand de toutes les histoires comme ça, de ce que vous avez dit. Ça commence en mode confinement, mezzanine, tout ça. Et j'ai l'impression qu'il y a trop d'histoires maintenant comme ça. Tu sais, les storytelling avant, après et tout. Mais ça en reste pas moins la vérité. Donc, j'espère que les gens vont comprendre, vont être touchés, parce que on parle de 500K par mois. C'est un demi-million, c'est énorme. Et de base, c'est comme tout le monde, c'est un peu débrouillard. C'est OK, on va aller chercher les gens en organique, LinkedIn, tout ça. Bon, au début, c'était même pas formation en ligne, comme tu dis, il faut tester. Donc, vraiment, j'espère que les gens vont comprendre qu'à chaque fois, derrière chaque grand succès, c'est obligé de se prendre des gamelles, de tester. C'est juste le processus naturel. Et surtout, le truc, c'est qu'en plus, à ce moment-là, vraiment, on ne pensait pas qu'un jour, on réussirait à faire 500K par mois. Et parce que même encore maintenant, ça nous semble dur à réaliser qu'on fait 500K. Et c'est vrai que c'est vrai que quand tu dis... En plus, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, tu vois, 3 ans, c'est beaucoup, mais c'est pas beaucoup non plus. Tu vois. C'est juste, tu fais quelque chose pendant longtemps, tu restes bien focus. Et pour en reprendre sur la timeline, du coup, on a réussi à avoir ces clients en organique. Mais comme c'était un peu trop lent, on s'est dit, vas-y, faut qu'on passe sur les ads, quoi. Et là, il y a l'arc des pubs, du coup. Parce qu'en fait, le truc, c'est que les ads, c'est tricky, c'est un peu piégeux quand tu commences, parce qu'il faut que tu dépenses de l'argent sans savoir si ça va marcher. Et je pense que c'est ça qui est dur pour les gens, et qui était dur pour nous, surtout qu'on n'avait pas d'argent, tu vois. Et genre, moi, j'avais vraiment j'avais plus d'argent. Et du coup, c'est Edouard, à 20 ans, qui a dû financer nos premières pubs. Un petit financement, un petit prêt. Ouais. Non. Ah ouais, je travaille. Non. Je sais pas l'histoire, elle est surtout pas ça. Faites un prêt 20K à la banque là pour les ads. Je vais mettre dans d'état millionnaire. Non, je prenais un petit taf comme ça en agence, et donc du coup, ça nous a permis de lancer les pubs. Okay. Après, nous, avec Quentin, là,
on a eu un peu de chance aussi, mais bon, Ouais. c'est parce que aussi le tunnel était bien, c'est que nos Ouais. ROI sur nos ads au départ, c'était scandaleux. On faisait vraiment du x50 sur Ah oui. les ads. Ouais, moi je pensais que c'était bien x10, mais en fait x50. Ah ouais, ouais, non, c'était... on faisait du x50, mais après c'était ben. vraiment il y a 3 ans, tu vois. Parce que le marché était vraiment vide en fait. Ouais, exactement. Ouais. Vide. Mm. Ouais, vraiment il y avait personne. Et en fait, je pense qu'on est arrivé sur un marché qui avait jamais été touché, avec un copywriting, mais genre vraiment très très ciblé, tu vois. Ouais, c'est laser. Et ouais, c'était laser. Mm. Et donc, du coup, genre, je pense, on avait des coupes par ligne, mais c'était un truc de ouf, quoi. C'était Magnifique. incroyable. Et le truc, c'est que le funnel, je me souviens très bien. En fait, en gros, on était en vacances, on avait eu ses premiers clients en organique, et je m'étais dit, voilà, si ça marche pas rapidement, il va falloir que je retrouve un job. Et pour moi, c'était horrible parce que ça voulait dire, genre, dépression, un peu tous ces, tu vois, genre, énorme échec. Ouais. Et je ne maîtrisais pas du tout les ads, mais Edouard, il maîtrisait plus que moi. Du coup, je disais, il faut qu'on lance les ads, il faut qu'on lance les ads. Il me disait, non, je sais pas, je suis pas prêt, je suis pas assez fort et tout. Donc toi aussi, tu as eu ce syndrome de l'imposteur au final. Bah, Comme tout tout le monde. le temps, mais maintenant parfois encore. Ouais. Donc Ouais. c'est. Et en fait, on s'est quand même chauffé. Et c'est vrai qu'on a eu de la chance d'avoir direct des super coups, quoi. Ok, trop intéressant. Et dans les ads, qu'est-ce qui est le plus important pour vous? Est-ce que toi, tu gères tout avec le copywriting ou est-ce que c'est plus justement copywriting, partie technique? Comment ça se passe? Comment on faisait au départ? Ouais, je pense au départ, comme moi, j'avais beaucoup fait de copywriting, tu vois, parce que j'avais sur d'autres side projects avant, j'avais beaucoup travaillé ça. Et du coup, j'avais lu tous les bouquins de Russell Brunson, j'avais déjà fait des webinaires, donc toute cette partie-là. T'étais rodé. Ouais, j'étais rodé, et donc c'est moi qui me suis mis dessus. Alors que maintenant, je pense en vrai sur le copywriting, on serait à peu près équivalent. J'ai un peu plus d'expérience. Ouais, quand il est plus chaud. Mais par exemple, quand on doit trouver des nouveaux hooks, faire des choses comme ça, on brainstorm tous les deux et ça marche même mieux de brainstormer à deux en vrai. Ouais, en vrai, maintenant pour trouver des nouveaux hooks, on le fait, ça va trop vite. Hein. Ouais, bah forcément. Avec 2 cerveaux plus l'expérience. Ouais, trop bien. Non, ça va vite. Moi, j'aimerais bien qu'on fasse la séance brainstorming à l'ancienne. Comment par exemple, est-ce qu'on c'est peut très dire simple. ça peut dire vas-y. Comment ça? Attends. En vrai, les meilleures séances brainstorming, je pense, c'est vraiment genre. Alors, quand on c'est la merde. Quand on c'est la merde. Là, on a des coupes par lead qui ont fait plus 50% sur le dernier mois. En même temps, on a dépensé 3 fois plus, donc normal. Et donc, du coup, ouais, c'est ça. On se retrouve, je sais pas, un dimanche soir à 22h tous les deux. Bon, on fait quoi? Faut une nouvelle idée, quoi. Il faut un nouveau hook. Il faut un nouveau hook. Ok, vas-y. Et là, on commence à balancer plein d'idées. Ouais. Et après, il y a des trucs un peu qui stick, tu vois. Et ce qui est très intéressant, c'est ça, c'est comment on choisit le bon. Par exemple, une de vos pubs qui a beaucoup tourné, c'est avec les cartes de visite. Ouais. Et est-ce qu'on peut donner une estimation pour les gens? Combien? Est-ce que je sais même pas si on sait combien de personnes ont été touchées au total. Putain, beaucoup. C'est des millions là. Ah ouais, plusieurs millions. Mais Ouais. peut-être Au plus niveau de 10 des millions. impressions, impressions Ah pures, ouais. c'est un délire. Ouais. Je pense. Je sais pas Mais exactement combien. plusieurs mais je sais dizaines. que, ouais, les pubs, elles ont des vues, tu vois. Donc, tu sais, sur YouTube Ads, c'est un peu différent, les vues, les impressions, etc. Mais des vues, genre total 10 millions, je crois. Un truc Ouais, comme ça. c'est énorme. Juste sur YouTube. Donc, si tu doubles avec Facebook, et si tu fais un nombre d'impressions, moi, je pense. Le nombre de Français qui nous ont vus, il y en a quand même vraiment beaucoup. Ouais, c'est énorme. Pour dire, moi par exemple, je suis pas du tout en mode thérapeute et tout ça, et j'ai quand même été touché par les pubs. Ouais. Donc, je sais que là, il y a des clients. Moi, j'ai 2 types de personnes qui regardent les vidéos. C'est des clients en fait qui vont sûrement prendre des copywriters, donc des entrepreneurs. Donc eux, sûrement, ils vous connaissent et ils comprennent ce système d'AS et tout ça. Mais je pense qu'il y a aussi des copywriters qui sont un peu débutants et ou même qui sont avancés, qui veulent comprendre justement. Je les fais rentrer en fait dans les business des clients pour justement apporter ensuite une vraie valeur. On parlait de l'excellence du produit. Moi, je veux pas juste apporter des copywriters qui sont bons en copywriting. Ça sert plus à rien aujourd'hui. Il faut être c'est un peu le terme abusé, mais le A-player, quoi. Il faut comprendre les dynamiques du business du client. Il faut du coup être force de proposition. Et donc, quand on parle des pubs, aujourd'hui, il y a plein de business qui veulent scale avec ça. Et donc, je trouve que c'est trop intéressant d'avoir des gens qui ont fait des millions et des millions d'impressions. Donc, comment vous arrivez à... Est-ce qu'en fait, ce hook qui est du coup très utilisé des cartes de visite, est-ce que c'est le premier et hop, ça marche, on a vraiment beaucoup de chance? Comment vous le trouvez en fait? Comment on fait du copywriting comme ça? Ouais, je pense, en vrai, le truc, c'est que moi, je trouve le plus important dans le copywriting, c'est de bien connaître son persona. Ouais, tu vois, c'est vraiment la clé. Nous, le truc, c'est comme on a grandi avec notre mère qui est psychologue, oui, c'est vrai. C'est comme si on avait grandi avec notre persona. Donc, c'est vraiment un peu notre unfair advantage. Donc, on sait exactement comment il parle, ses peurs, etc. Tout ça, on les connaît super bien.
Après, pour le hook, le truc, c'est qu'on avait réussi à faire marcher les Facebook Ads, ça, c'était que du texte. Et du coup, le hook, c'était déjà un peu ça, c'était arrêter de distribuer les cartes de visite. Donc, quand on a dû faire les YouTube Ads, on s'est dit, genre, genre dans les masterminds dans lesquels on était, tu avais des mecs qui avaient dit, bon, le plus important, c'est les 5 premières secondes, etc. Ouais. Et donc, après, tu en essayes 3-4 différents. Et puis, je sais pas, on sentait qu'il y avait un truc avec les cartes de visite, tu vois, genre vraiment... Ouais. Genre, souvent, des bons hooks, ça va être un truc que tout le monde fait, mais qu'il faut absolument pas qu'il fasse. Et en call, ça revenait tellement souvent, ce truc de la carte de visite, que ouais, je me souviens, quand je devais écrire le truc, je fais ça, c'est une carte de visite, et ça sert à rien. C'est aussi parce que, genre, je devais écrire la YouTube ad, et j'étais vénère, j'en avais marre et tout. Je fais, vas-y, il faut que ça marche et tout. Et je fais, et du coup, ça arrive un petit peu comme ça, tu vois. Ah, c'est super intéressant. En vrai, je le pressentais en tant que copywriter que c'était ça, mais les gens, il faut qu'ils le comprennent. Parce que là, il y en a voilà, qui vont passer à côté de ça. Ils vont se dire, ils veulent encore des pépites. Alors que le vrai truc, il vient d'être dit, le 80-20, c'est passe du temps avec ton persona, quoi. Il faut appeler. Moi, je vous disais, j'aime pas, du coup, je vous ai dit là avant, appeler des gens. Je fais pas de closing, tout ça, mais par contre, les élèves, mais j'en ai appelé plein pour voir ce qui manquait dans cette formation, pour voir ce qui manquait même dans ma formation, tout ça. Et en fait, tu as des pépites que jamais tu ne pourras avoir si tu passes pas du temps avec eux, quoi. Mais d'ailleurs, nous, on a un copywriter qui travaille avec nous full-time, et c'est un des premiers trucs que je lui ai dit, et il le fait encore. Je lui ai dit, il faut vraiment que tu réécoutes des calls, tu vois. Fais pas les calls, mais réécoute les calls. Et du coup, il le fait, genre toutes les semaines, même encore maintenant, ça va faire plus d'1 an qu'il travaille avec nous, et il en réécoute régulièrement, tu vois. Et du coup, je vois la différence entre son copywriting avant et maintenant. Et la grosse diff, c'est, il est pas plus fort techniquement, je pense, mais c'est juste que du coup, il connaît beaucoup mieux le persona. Et ça, je pense, c'est le truc, c'est un peu le job que les gens, ils ont pas trop envie de faire, mais voilà, exactement. En vrai, c'est super important. Je pense qu'il y a un truc aussi qu'on fait bien et qu'on fait beaucoup, c'est quand même, on regarde beaucoup d'ads. Ouais, ça, c'est le truc que personne dit, tu vois. C'est le truc que personne dit. C'est vraiment beaucoup d'ads américaines, quand même. Ouais, vraiment. Moi j'ai plein de hooks qui peuvent venir comme ça tout le temps, en fait, parce que on consomme tellement d'ads que... Dès que tu scrolles et que tu te fais arrêter, est-ce que tu fais aussi l'enregistrement d'écran sur ton téléphone et tu mets dans un album, un swipe file? Maintenant, c'est notre copywriter. Il a un swipe file qui est énorme. Mais sinon, on va sur les bibliothèques publicitaires et tout. Et puis maintenant, on a un peu nos noms, tu vois. On sait qu'il y a vraiment des mecs aux States qui sont trop chauds en ads. Et donc, du coup, on va les regarder. C'est hyper intéressant ce que tu dis, parce qu'il y a des gens, c'est déjà le second degré de conscience, je trouve, dans le copywriting, de comprendre ça. Les gens qui veulent, OK, je vais analyser ce qui a marché. C'est tout bête, mais c'est hyper important. Et le troisième degré, c'est analyser ce qui a vraiment marché. Parce qu'en fait, quand tu n'as pas les stats, des fois, tu penses que les gens... Enfin, tu vois des impressions de fou, mais en fait, en termes de rentabilité, c'est pas tant ça. Donc, une fois que tu as des bons noms, là, tu peux t'en sortir. Moi, je fais ça aussi dans le copywriting classique, avec du Ben Settle, Gary Albert, Gary Bencivaga, des trucs comme ça, quoi. Pour des pages de vente et tout. Tu connais ça J'ai vu ses yeux parce que c'est marrant, parce que tu sais, genre, avec Edouard, on est un peu comme ça en plus dans le copywriting. Pour devenir un très bon copywriter, tu as 2 écoles un peu. Tu as ceux qui vont être très techniques, qui vont avoir lu tous les livres, fait toutes les formations. Donc moi, je suis un peu ce mec-là. Et tu vois, tu as ceux comme Edouard qui vont juste regarder beaucoup d'ads. Et ça, c'est un peu... on est assez différents par rapport à ça. Tu vois, Quentin, il va beaucoup de contenu, etc. Moi, c'est assez différent. Mais les deux marchent très bien. Et en vrai, je pense que si tu devais faire un seul truc, ce serait plus genre regarder plein d'ads. Ouais, au final, tu développes ton 3e œil, quoi. C'est un peu ça. Hein. Bah ouais, c'est hyper important de comprendre pourquoi moi j'ai été hook, pourquoi j'ai envie d'acheter ça, pourquoi ça m'a touché. Tu fais le reverse engineering, en fait. Ouais, exactement. Et après, tu l'appliques dans ton business. Mais après, important, comme tu disais, de s'inspirer que de trucs dont tu es sûr que ça marche. Parce que tu as plein de startups qui vont dépenser, genre, je sais pas, des millions en ads, mais du coup, qui vont avoir des ads pourris, tu regardes les impressions, tu fais, j'ai l'impression que c'est bien, alors qu'en fait, c'est pas bien du tout. Donc, il faut juste avoir les noms que tu veux, que tu checkes, pour être sûr que, eux, ils sont vraiment trop forts, on sait que ça marche, pour pas s'inspirer de trucs qui sont mauvais, quoi. Parce que là, ça peut vraiment t'emmener dans la mauvaise direction. Et surtout, c'est très contre-intuitif dans les ads, genre, les ads qui vont le mieux marcher, c'est pas du tout... celles qui vont le mieux marcher... Genre, je pense que quand tu connais un petit peu les ads, tu dis, ah ouais, ça, je comprends pourquoi ça marche, mais t'en as plein, genre, ils pourraient pas penser que nos ads, tu sais, que les premiers, en plus, c'est Edouard qui avait vraiment monté la vidéo, tu vois. Donc, on a un vidéo editing, tu vois, basique, mais qui fait bien le taf. Comment ça, vas-y
Et vraiment, je pense que c'est impossible pour les gens de se dire que ça nous a fait gagner des millions, tu vois. Mais ouais, c'est très compliqué pour les gens de comprendre les enjeux derrière les business en ligne, j'ai l'impression. De ouf. Il y a tellement de cash générés, en fait. Ouais, c'est un truc de ouf. Hein. Mais c'est ça, on en revient à la scalabilité, au final. Quand tu as après un système, bon, tu peux pas d'un coup redépenser 100K de plus. Tu sais très bien les pubs, comment ça marche, l'incrémentation, tout ça, mais au moins, par palier, tu mets juste plus d'argent et hop, ça fait... Plus d'argent, du coup, c'est quand même... merci Internet. Quel régal. Moi, je dis ça tout le temps, franchement. Moi, tout le temps sur mes stories, je mets merci le copie, merci Internet. À un moment, je me souviens, il y a beaucoup de gens qui critiquent Facebook, qui critiquent Insta et tout, et je me souviens, des fois, que putain, Facebook, et Edouard, il disait, attends, grâce à Facebook, on a beaucoup d'argent quand même. Donc, c'est des leviers incroyables. Hein. Ok, du coup, on a pas mal parlé business, on est rentré en plus dans les techniques et tout. Là, il y a du concret, c'est cool. Qu'est-ce qu'on fait ensuite avec justement l'argent et le kiff? Comment ça se passe? On va au Vendôme comme toi. On va à Maison Albar, Vendôme à Paris. Très bon établissement, allez-y. Vous avez la petite corbeille de fruits, tout ça. Tu sais qu'avec Edouard, on a fait une vraie... Edouard, je pense que c'est le mec, genre au monde, il connaît mais... Genre tous les hôtels et presque toutes les maisons, toutes les plus belles maisons. Tu lui demandes Los Angeles, Beverly Hills, Bali. J'aime bien regarder, après j'y vais pas forcément. Non, c'est pas forcément, mais genre vraiment. Sur Booking et tout ça. Ouais, ça j'aime bien. Les hôtels, les villas et les restos, il est très très calé. C'est moi qui fais encore la réservation pour aller en famille, etc. Donc je m'assure d'être au top. Mais c'est intéressant en plus. Il y a des gens des fois qui disent quand tu vends cher et quand tu veux vendre surtout une belle expérience, que ce soit. Une business class dans un avion ou alors une formation en ligne mais avec une vraie qualité, il faut consommer le produit, il faut consommer du luxe au final. C'est une bonne excuse ça. C'est une bonne excuse ça. Non mais les gars, si j'achète des trucs de luxe, c'est pour faire un truc quali, voyons. Tu dépenses tout en frais de société. Ah non mais là c'était une étude de marché, je ne pouvais faire autrement. Oui, exactement. Mais bien sûr, on va pas faire en mode monde des bisounours, bien sûr qu'il y a une part d'énorme kiff, mais c'est vrai que la première fois moi que j'ai pris la business class, c'était il y a 1 an du coup en arrière. Je suis parti en Afrique du Sud, j'ai un pote vraiment, il m'a appelé, il m'a dit j'ai vu des pingouins hier, là demain on va faire un safari, qu'est-ce que t'attends? Je dis bah oui en fait je viens, donc c'est pour ça que je dis merci le copier sur internet, tu vois, c'est quand même fou. Et je me suis dit quand même là ça commence un peu à faire d'argent et tout, j'ai envie de tester mais c'est cher comme la business. Bon au final je l'ai pris et j'ai pas du tout regretté parce que vraiment c'était ma première fois et le service quoi. Et j'ai tout analysé, j'ai une note mais de 4 pages où je disais là l'hôtesse elle est venue me voir comme ça, là mon nom il a été dit à ce moment-là, là ce détail j'avais pas pensé, ils me l'ont fait, et j'ai mis plein de choses comme ça dans ma formation et du coup les gens sont trop contents de l'accueil. Stylé. J'essaie un peu de faire la business. C'est que nous on n'a jamais pris la business. Putain, je me sens les gens ils sont très surpris quand on sait qu'on n'a jamais essayé. 5 fois plus d'argent. C'est vrai que c'est un step qu'on n'a pas encore. Après, sur d'autres choses, on l'a passé. Mais la business... mais c'est vrai que sur la business class, on s'est pas encore chauffé. Ouais, on s'est pas encore chauffé. Parce que... Pourquoi, du coup? Je sais pas, moi, en fait, ce qu'il y a, c'est que je crois que je value plus, louer une maison de fou furieux et tout, moi aussi, tu vois, plutôt que, payer... Parce que la business, ça coûte quand même très cher, parfois. Franchement, oui, j'en ai marre. 4-5 fois plus cher, donc on se dit... Moi, je préfère limite me poser dans mon siège tranquille, lire un livre, ou, tu vois, plutôt que souffrir pendant 2 heures. 3 heures. Il y a des moments, on l'a regretté quand on est allé aux États-Unis. Là, on s'est dit. Oui, de toute façon, c'est pas tout le temps et c'est pour les longs vols. Après, en plus, tu t'habitues au luxe. Enfin, moi, j'ai pas trop envie. Mais je comprends ce que... Oui, c'est largement mieux une maison. Ouais, tu vois. La villa à Bali. Après, dans l'idéal, tu fais les deux. Mais l'idéal, tu fais les deux, mais nous, on est plutôt villa à Bali, des trucs comme ça. Ça, c'est des trucs qu'on peut... Et en plus, vous étiez avec votre famille, non? Ouais, exactement. Donc, c'est pour ça qu'on a c'est un truc que je respecte de fou, de mettre ses parents, sa famille, tout ça. Là, je vois, il y a le petit frère aussi. Vous voulez en parler de ça? Ouais, c'est magnifique. Ouais, nous, on est très ouverts et tout. Et puis, on a de la chance d'avoir une famille, même nos parents, nos frères et sœurs, mais aussi nos oncles, nos tantes, nos cousins, ils ont toujours été ultra soutenants. Okay. Et surtout très très contents de notre succès. Vraiment pas de jalousie, ça a toujours été cool. Et donc c'est pour ça, là, quand on a été à Bali, c'est vrai qu'on a loué la même maison dans laquelle tu as été, on l'a loué 1 mois presque. Donc c'était
Oui. Bon, ça a coûté. Parce que je connais les prix. Et en plus, elle a augmenté. Moi, quand j'y étais avant. Parce que, au final, c'est ça mon premier message que je t'ai envoyé. Ouais, c'était marrant. J'étais, pour le petit contexte, j'étais dans une villa à Bano. Justine Roy, je sais pas si vous voyez, Liberté Digitale. Ouais, je vois, ouais. Tu l'as dans ton swap file. En vrai, je regarde plutôt des pubs américaines. Ah oui, je comprends. En vrai, elle est forte, hein, Justine. Franchement, elle fait des beaux chiffres et tout. Et du coup, j'étais, bon, pas que avec elle, avec d'autres amis, tout ça. Et à un moment, en fait, on s'est tous loués. Enfin voilà, on s'est regroupés dans la villa. Et ouais, quand j'ai vu. En fait, je suis tombé sur les pubs. Voilà, t'es Liosa. Et je vois ton compte, je crois, en premier. Et au même moment, en fait, vous étiez à Bali. Quand j'ai découvert. Et j'ai fait, mais attends, mais cette villa, ça me dit un truc. Du coup, je t'ai envoyé une photo. Je dis, ah, c'est marrant, ça, tout ça. Ouf, Et du coup, je te laisse dire sur la villa. Ouais, non, villa, très sympa. Après, c'est vrai, comme disait Edouard, nous, les moments en famille, c'est genre, je pense, dans l'ordre de priorité, ce qu'on met vraiment au top. Super. Et sur ça, je pense, les trucs sur lesquels on dépense le plus d'argent, c'est les masterminds dans lesquels on participe. Et ensuite, les vacances en famille. Le truc, c'est qu'on a une grande famille, tu vois. On est genre 5 frères et sœurs. Si tu rajoutes les copains, les copines, ça fait. Il faut louer des grands endroits. Faut faire de l'impression. Ouais, faut faire de l'impression. Donc non, on avait fait Bali. Là, cet hiver, on a loué un énorme chalet où pareil, il y avait nos oncles, nos tantes, nos cousins. On a fait venir tout le monde. Tu vois, quand on a été aux maisons Albar à Paris, on a loué des maisons genre un étage. On a loué un étage. Ah, ça c'est bien mieux qu'une business class. Ça veut dire ça. Ouais, c'est pour ça, et finalement, ça coûte pas forcément plus cher. Donc, et après, à part ça, si tu vas en dessous de après, on dépense pas tant que ça en vrai. Hein. Non, ça. Franchement, on est plutôt assez frugal. Hein. En vrai, de vrai, c'est vraiment. Mais je comprends. Moi, j'ai envie d'en parler de ça. J'ai l'impression qu'on est pareil sur ça. Enfin, je veux dire, les expériences de luxe, c'est cool, et surtout si tu peux en faire profiter de ta famille, et surtout si ta famille de base, elle a été conciliante, aimante et tout. C'est la même chose. J'ai envie de rendre à mes parents ce qu'ils m'ont donné, quoi. Là, après, dans un mois, là, je pars au Japon, et après. Je pars au Maroc et j'ai loué un grand riad, j'ai invité toute la famille. À part ça, je veux dire, ça me fait pas vibrer quoi, de dépenser dans des expériences, à part avec ma famille pour vivre des trucs de voyage. Ouais. Puis moi, je trouve que tu t'habitues quand même, tu vois. Genre la première fois que tu y vas, c'est extraordinaire. La deuxième fois, c'est un peu moins bien. La troisième, et puis après, ça devient limite normal. Mais tu peux pas redescendre non plus, tu vois. Mais tu peux pas redescendre non plus, c'est ça qui est tricky avec le luxe. L'adaptation hédonique, elle est fou. Moi, je me souviens, le premier 5 étoiles que j'ai fait de ma vie, c'était le Maison Albar, sur le Vendôme. Et j'ai trouvé ça incroyable. Et après, j'étais mais quand même, est-ce que c'est pas un peu craquage de payer autant une nuit d'hôtel? Et du coup, j'étais allé dans des trucs genre plus 3-4 hôtels. Alors, je fais, non, c'est beaucoup moins bien, tu vois, du coup. Genre. Aïe, c'est clair. Et c'est vrai qu'il y a quand même une raison pour laquelle les choses sont beaucoup plus chères. Oui, en vrai. Et c'est généralement que c'est quand même beaucoup mieux. Comme pour les maisons de vacances qu'on loue, c'est vrai qu'elles sont plus chères, mais c'est quand même. Et il y en a, franchement, il n'y a aucun truc que je regrette. Dans toutes les dépenses un peu extravagantes qu'on a pu faire. Non, en termes d'établissement, ça vaut le coup, quoi. En fait, tu vis des vraies expériences. Ouais, et puis ça fait des souvenirs, tu vois. C'est ça, c'est les souvenirs. Est-ce que vous voulez en parler? J'ai fait un podcast, là, il y a 2 jours, j'étais avec le pote qui m'accompagne, c'est un de mes meilleurs amis. Il travaille avec moi, justement, il me fait des pubs, etc. Enfin, moi, je fais le copy et lui, j'ai la technique. Et à un moment, on a parlé que de ça, je crois, pendant 30 minutes, que, en gros, la KPI de notre vie, nous, c'est d'avoir le plus de souvenirs possible. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que, justement, vous est-ce que vous designez un peu la vie pour... ou pas avoir de regrets, quoi? Moi, je le vois un peu de la même façon. Vous aussi, c'est un truc que du coup, l'argent permet de faire. Les gens pensent louer des Lambeaux, faire des trucs de fou, mais au final, c'est vivre des moments avec sa famille, ne pas se questionner sur est-ce que je peux faire ça au resto ou est-ce que je peux prendre ça. Ouais, je pense en vrai, c'est pas mal. Après, moi, j'ai l'impression qu'il y a plutôt des phases, tu vois, dans ma vie, où genre des phases d'énormes hustle, et en fait, ma top priorité, ça va être genre de hustle et de pousser à fond. Et justement, tu peux avoir le regret d'avoir pas assez travaillé, de pas avoir exprimer ton plat potentiel. Ouais, et aussi parfois peut-être de trop travailler. Et je sais pas, tu vois, je suis encore en... Comme en plus, moi, je suis assez jeune, tu vois, tu sais pas trop parfois. Ouais, non, moi, je regrette pas quand même, j'ai l'impression... Moi, je pense que c'est un équilibre, c'est ça, à trouver entre genre beaucoup se donner, mais après, tu vois, se dire, bon, faut quand même réussir à kiffer à côté et à vivre. Je pense qu'au début, tu sais, genre, en plus, je sais pas, on était obsédés par ce 100K par mois. Donc, moi, je me souviens, genre, pendant... Je pense les 3 premiers mois où je prenais des sales calls tout le temps, je me souviens que du noir, tu vois. C'était genre ma chambre, il faisait noir, j'étais face au mur. Peut-être je fais ça toute la journée. Et c'est vrai, après, du coup, tu as des périodes où tu sprints, des périodes où tu vas moins vite et tout. Bien sûr. C'est des cycles. Je pense que c'est ça le vrai équilibre. Je vais pas rencontrer un entrepreneur qui a une balance perso-pro parfaite, 50-50.
Mais par contre, ouais, à un moment, tu es à 80%. Après, tu prends des vacances et tu as 80% voire 100% sur les vacances. C'est pas mal, quoi. C'est des cycles. Ouais, carrément. 100%. Parce que sinon, c'est chiant, en vrai. De se dire, faut que j'aille à la plage alors que j'ai envie de travailler. C'est mieux des fois de travailler, en vrai. Non, c'est clair. C'est cool, hein. Puis après, l'avantage, c'est que quand tu scales, tu vois, après, tu montes une team et donc, logiquement, tu dois faire de plus en plus que ce que t'aimes. Ouais, tu vois. tout à fait. C'est un petit peu ça l'objectif. Bon, c'est pas... c'est pas tout le monde le cas. 10 minutes left. Ok, I see. Perfect. Et ben, on va parler de Jung. Non, parce que j'ai vu sur des stories que ça. Je sais pas si les deux vous. C'est plutôt Kant. Toi, Kant. Moi, si. J'ai pas lu Kant. Ah non. Plutôt Kant. Plutôt Kant. Ah oui, je suis dans la philo là. Je suis dans la philo. Ah ouais, d'accord. J'ai dit premier degré, non, j'ai pas lu Kant. Je sais pas si t'as écrit un livre. Ah putain, en plus Kant, c'est avant le philosophe, ouais, genre personne comprend. Il est genre corsé, vraiment hein. hardcore celui-ci. Ouais, c'est pour ça que je l'ai pas encore lu. Ouais, j'avais un peu ouvert, je fais non, pas tout de suite. Déjà, je finis Nietzsche. Non, mais parce que vous avez un discours intéressant aussi dans vos pubs ou dans vos vidéos YouTube. Il y a aussi pas mal de spiritualité. Ouais, je suis tombé, je crois, sur une vidéo. C'est toi qui parlais de Jung, je crois, avec l'inconscient, tout ça. Et Jung, pareil, j'ai pas tout compris. J'ai lu, du coup, la moi non plus, j'ai pas tout compris. Je trouve ça fascinant, quoi. Donc, je sais pas si tu as un peu une expérience par rapport à ça. Je sais pas comment tu veux le lier avec le business. Ouais, non, si, je pense que c'est que ce qui est genre souvent on parle de product market fit, mais je trouve qu'il y a un truc qui est important, c'est le founder market fit en fait. Genre à quel point est-ce que les fondateurs, ils sont genre en lien, tu vois, et en synchro avec leur marché. Et nous, je pense qu'un truc qu'on a bien avec les thérapeutes, c'est que tu vois, on a ce côté très très business, donc très genre terre à terre, ancré, mais en même temps très spirituel, développement personnel. Développement personnel, Edouard, plus spirituel pour moi. Mais tu sais, du coup, tu peux vraiment parler de vie passée, de, je sais pas, aliens, de trucs comme ça, des choses très alternatives. Et c'est des choses auxquelles vraiment je peux croire, tu vois. Et donc, Carl Jung, on a fait pas mal de vidéos YouTube sur lui parce que c'est un nom qui marche bien sur YouTube, pour être honnête, tu vois. Alors qu'en vrai, je pense que j'ai jamais lu un de ses livres. Mais j'aime bien le mec. genre, moi, un truc qui m'a marqué chez Jung, c'est ce principe de synchronicité. Je sais pas si tu vois ce que c'est. Un peu genre, je t'envoie quand tu es dans Maison Albar, j'y suis aussi. Exactement, tu vois, c'est exactement ça. Tu penses à quelqu'un et juste après, cette personne, elle t'appelle. Ouais. Tu vois, et ça, c'est synchronicité. C'est genre, il n'y a pas de lien de cause à effet a priori, mais en fait, les deux arrivent de façon presque simultanée. Tu sais, c'est tout ce truc du monde quantique. Ouais. Et donc, Carl Jung, c'est vraiment celui qui a créé ce terme synchronicité. Et moi, ma vie, elle a beaucoup changé quand j'ai commencé à capter ces trucs-là, tu vois. Et en fait, quand tu arrives à te mettre en synchronisation avec l'univers, tu vas avoir de plus en plus de synchronicité dans ta vie. Et c'est un peu genre comme si l'univers, alors on ne sait pas qui c'est, tu vois, ça peut être l'univers, il y en a, c'est leurs anges gardiens, il y en a, c'est je ne sais pas qui. Et du coup, tu vas en vivre beaucoup plus. Et Carl Jung, en fait, ce qui était intéressant, c'est que c'est un mec qui a marqué la psychologie, mais qui en même temps avait ce côté-là très ouvert, tu vois, sur toute la physique quantique. Et en plus, il était très pote avec Einstein. En fait, du coup, ils étaient tous les deux, ils essayaient de lier, tu vois, le monde psychologique et le monde de la physique. Et en fait, c'était notamment lié à ces trucs de synchronicité. Et en vrai, je trouve que, tu vois, souvent, nous, au lycée, on nous faisait étudier surtout beaucoup Freud. Et tu sais, du coup, tu as Freud, tu as Jung. Mais je trouve que Jung, il est beaucoup plus fort que Freud, tu vois. Plus intéressant, je trouve qu'il y a plus de choses à il ouvre sur beaucoup plus de portes, je trouve. Ouais. Donc, Carl Jung, très fort. Il était sur mon vision board à un moment. Ouais, c'est vrai, je me souviens. De le rencontrer Comme Bronson. Vous voulez rencontrer Bronson ? On va le rencontrer là, bientôt là. Trop bien. Ouais. Aux États-Unis ? Ouais, on est sur son île de Necker Island. Incroyable. Ouais, on a été sélectionné pour participer à un mastermind dans lequel il intervient. Du coup, on va le rencontrer sur Necker Island. Ah ouais, là c'est encore un autre cap du coup, ce genre de mastermind ? Je sais pas si c'est un autre cap, mais c'est différent en fait, parce que ça marche que par intro. Il y a vraiment un truc de sélection, etc. Et c'est un bon hook de série Netflix. C'est quoi ? Un bon hook de série Netflix. Ouais, c'est vrai. Sur Netflix, tout ça. 10 entrepreneurs. Putain, pas mal, trop bien. Et c'est quand ? C'est bientôt là, c'est en mars. Ouais. Let's go. Ouais, donc non, franchement, ça va être très stylé. Mais c'est vrai que par rapport tu vois, tu as des masterminds dans lesquels tu vas chercher de la connaissance, beaucoup.
Et là, tu payes, tu rentres, c'est juste généralement assez cher. Et là, Branson, ouais, c'est plus, bon, nous, c'est quand même pour le rencontrer, voir Necker Island, à quoi ça ressemble. Et je pense que et les entrepreneurs là-bas sont chauds, mais pas forcément plus chauds que les mecs que vous avez vu de ouais, base. qu'on a vu genre dans Quantum ou les endroits comme ça. Ouais. Ok, je vois. Ouais, donc différent. Ouais. En tout cas, c'est super intéressant avec Carl Jung. Là, tu disais synchronicité, tout ça. Toi, c'est plus dev perso, c'est ça? Ouais, un petit peu de spiritualité aussi, parce que Quentin, il est tellement dans ça que je suis complètement perché que... Et je trouve ça cool que ça soit pas indissociable. J'ai l'impression que les gens, des fois, moi, je m'y intéresse aussi. Bah, Bali, je sais pas si vous avez eu des expériences aussi, tu peux voir des chamans et tout. Ça, on l'a pas fait, mais je trouve ça génial, ça ouvre l'esprit. Et pourtant, je suis quand même terre à terre. Ouais. Mais je trouve que c'est pas indissociable de, voilà, vous parlez de trucs très concrets, de, bah, il y a une Sestime, il y a des ads, il y a du cash qui rentre, mais en même temps, tu vas pas te fermer à un côté, je sais pas, qui ouvre tellement de portes en fait sur la vie. Enfin, moi, je trouve ça dommage de. J'aimerais pas mourir en me disant, j'ai jamais exploré ce côté, et peut-être qu'en fait, il y avait tellement de choses à voir, quoi. Et en plus, moi, il y a une phrase qui m'avait marqué, c'est, tu sais, genre, c'était sur l'astrologie. Et c'était JP Morgan qui disait les millionnaires n'y croient pas, mais les milliardaires y croient. J'ai déjà entendu ça, ouais. Et par exemple, quand on était à Los Angeles, qu'on parlait à Sam Ovens de tous ces sujets-là, tu vois, et ben, on a parlé de trucs ultra perchés, et vraiment, tu peux être surpris de ce à quoi il croit vraiment. Ouais. Et il nous disait vraiment que des fois, genre, quand il était face à des gros problèmes, il demandait juste à l'univers, tu vois. Ok, je vois. Il était dans sa voiture, il fait OK, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Et je pense que même des mecs comme Elon Musk et tout, ils sont beaucoup plus liés à toutes ces choses-là, ou ouverts d'esprit à tous ces trucs-là que ce qu'on pense en fait. De fou. Tu sais, même avec la photo, tu sais qu'il avait partagé sur sa table de chevet, etc., où il y avait une allumette. Elon Musk? Ouais. Ah ouais? Ouais, c'était quoi c'était un Torjana ou je sais pas trop quoi qu'un ami nous a offert, et c'est je sais pas, c'est un truc tibétain, et en gros c'est un peu comme le marteau de Thor, tu vois. C'est genre des trucs de pouvoir, mais oui, très très perché, et je pense qu'on serait beaucoup plus serait vraiment surpris de voir ce à quoi ces gens croient. Il y a plein de tu parlais d'Albert Einstein, il y a plein de scientifiques qui, à force d'étudier les lois de la physique, de l'univers, etc., trouvent que c'est tellement bien organisé que ils disent peut-être pas que c'est Dieu, mais en tout cas, il y a quelque chose de plus grand qui existe, parce que, après, tu vois Enfin, c'est juste fou, en fait. Ouais. Je trouve ça remet les pieds sur terre. Parce que, le premier degré de conscience, c'est un peu de... Enfin, moi, tu vois, je suis pas croyant, mais c'est fou de se dire, non, c'est sûr qu'il n'y a rien, quoi, c'est que le rationnel. Il y a trop de choses dans la vie qui font que, non, il y a quelque chose de plus que ça. Non, c'est clair. Donc allez à Bali, faites du cash pour aller à Bali, prenez la business si vous avez envie, et voyez un chaman, faites vos expériences, et la vie est cool. Grave. Bon, en vrai, apparemment c'est fini. En tout cas, c'était un plaisir de vous avoir. C'était un peu court au final, 1 heure, mais c'était très bien, on a parlé de plein de choses. Merci pour avoir accepté l'invitation. Ouais, merci à toi. Et puis si vous voulez donner un dernier mot, si vous voulez, on met un petit lien, tout ça, et... Non, non, c'était très cool. Très cool. C'était très cool. On cut comme ça. Non, peut-être si ils veulent nous suivre. Ah ouais. Je pense le meilleur, si vous avez des questions... Le CTA, je le savais. Ouais, tu vois, donc, non, je pense que le meilleur endroit, c'est sur mon compte Insta. Si les gens ils ont des questions, en plus, je réponds. Pas tout le temps, mais des fois, quand la question est intéressante et sympa, je réponds. Donc, c'est quentin.mdb, et il y a même des gens à qui j'ai déjà fait des looms. C'est sympa, hein. C'est sympa. Il est cool, ton frère. Non, mais tu sais, des fois, t'as des débutants, ils te posent des questions, genre, je sais plus fort que moi, tu vois. Je fais, attends, faut que je lui explique et tout, là. Tu l'expliques en détail. Il va vraiment partir dans la mauvaise direction. Ok, je vois. Bon, trop bien. Merci, les gars, et puis à la prochaine. Ouais.